Nicolas Metzdorf, merci de nous avoir accordé cet entretien. J'ai noté cette phrase d'ailleurs que vous avez prononcée après la signature de l'accord Élysée-Oudinot. Le plus facile a été fait, le plus dur reste à faire. Il n'empêche que vous avez accepté que l'identité kanak soit inscrite dans cet accord, ce qui n'était pas le cas dans l'accord de Bougival. Faut-il appeler ça une concession dans le camp loyaliste auquel vous appartenez ? Non, je crois que c'est une clarification. Nous, les non-indépendantistes, on n'a jamais été contre la reconnaissance de l'identité kanak. Ça serait d'ailleurs complètement ahurissant qu'une partie de la population calédonienne ne reconnaisse pas les Kanaks en Nouvelle-Calédonie. Par contre, nous, ce que l'on dit, c'est que cette identité kanak s'inscrit dans quelque chose de plus large qu'est l'identité calédonienne. C'est le slogan d'ailleurs de l'UC, deux couleurs, un seul peuple. Et donc c'est toujours ce rappel fondamental que la Nouvelle-Calédonie, c'est plusieurs communautés. Il n'y a aucun souci évidemment à reconnaître l'identité kanak, le peuple kanak, les autres communautés, mais tout ça doit former ce qu'on appelle les Calédoniens. Donc vous acceptez également le processus de décolonisation pour le coup ? Ah, mais le processus de décolonisation, là non plus, on n'a jamais été contre. Pourquoi ? Parce qu'à l'ONU, il est très clairement dit que la décolonisation, c'est 4 voies possibles. Soit l'indépendance, soit l'intégration à la puissance administrante, c'est-à-dire la départementalisation, soit l'État associé, soit tout statut librement choisi par le peuple concerné. Et on est bien dans cette 4e voie du statut librement choisi. Le texte pose des verrous. J'ai noté quand même que même en cas de transfert de l'ensemble des compétences régaliennes, la pleine souveraineté ne serait pas automatique. Vous confirmez ? Oui, mais il faut se dire une chose, c'est qu'une fois qu'on a transféré toutes les compétences régaliennes, il reste quand même à se dire si on devient indépendant ou pas. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que nous, les non-indépendantistes, on a quand même gagné 3 fois les référendums. Et donc, pour nous, au départ, c'était fini. On ne devait plus rediscuter d'un futur statut de la Nouvelle-Calédonie. Or, nous avons fait cette concession à la demande des indépendantistes de toujours pouvoir garder la possibilité pour les générations futures de discuter de leur avenir et de leur relation avec la France. Mais on ne voulait plus le faire à travers des référendums ou un référendum qui a clivé la population. On veut le faire maintenant tous ensemble, c'est-à-dire qu'il faut une large majorité de Calédoniens qui rassemblent Kanak et non-Kanak pour changer le statut de la Nouvelle-Calédonie. Alors, si un État et une nationalité sont créés, l'archipel, selon vous, reste toujours adossé à la France ? C'est un État qui est dans l'ensemble français, comme le précise l'accord de Bougival. On rentre un peu dans une forme de fédéralisme poussé. Et puis, la double nationalité, la nationalité calédonienne est adossée à la nationalité française, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être calédonien sans être français. Donc, pour nous, c'est quelque chose qui est une énorme concession, évidemment, mais ça fait partie des équilibres trouvés, là encore, à Bougival. Alors, lors de l'ouverture du 56e congrès de l'UC, l'Union calédonienne, son président, vous connaissez bien, puisqu'il est député ici, c'est Emmanuel Tjibaou, a dit tout simplement, a évoqué donc pour l'accord Élysée-Oudinot, que c'est une stratégie de recolonisation d'un autre temps, d'un autre siècle. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Moi, je trouve que mon collègue Tjibaou a changé de discours par rapport aux élections législatives de 2024. Je me rappelle d'un Emmanuel Tjibaou très ouvert, faisant des meetings avec le drapeau français. Rappelons que nous étions aussi des citoyens français pour bénéficier de la solidarité nationale, ce qui a amené d'ailleurs beaucoup de non-indépendantistes à voter pour lui. Je trouve aujourd'hui que sa radicalisation est notoire et qu'elle ne correspond pas du tout à ce pourquoi il a été élu. Vous avez l'impression que c'est plutôt un discours en interne à destination de ses troupes, puisqu'il joue son fauteuil de président ? Oui, mais moi, je ne peux pas excuser des discours aussi radicaux pour l'obtention d'un siège de président de l'Union calédonienne. Enfin, je crois que Emmanuel Tjibaou a un nom, il a une histoire, il est président de l'UC, le plus vieux parti politique calédonien qui était un parti autonomiste auparavant. L'UC n'a jamais été, dans son histoire, pour la radicalité. Je trouve que justement, quand on est dans sa position, on doit faire preuve de hauteur et d'ouverture. Et là, quand j'entends que en fait, l'ouverture du corps électoral est une recolonisation, je ne comprends pas très bien. Parce que d'ailleurs, Emmanuel Tjibaou a été élu avec un corps électoral totalement ouvert. Emmanuel Tjibaou a été élu sur un corps électoral national où il faut juste 6 mois de présence pour voter. Donc on voit bien que en fait, l'effet du corps électoral n'a aucun impact sur l'élection d'un indépendantiste ou pas. Alors justement, puisque vous évoquez l'histoire, Nicolas Metzdorf, vous savez qu'historiquement, aucun accord politique n'a pu se faire sans le FLNKS, en Nouvelle-Calédonie. Quelle portée vous donnez à l'accord Élysée-Oudinot ? Mais de quel FLNKS on parle ? Moi, je connais un FLNKS. C'est l'UC, le RDO, l'UPM et le PALICA.
Aujourd'hui, il y en a deux quand même qui manquent à l'appel. Le PALICA et l'UPM ont décidé de créer l'Union nationale pour l'indépendance, auquel s'est rajouté l'UNID. Et donc aujourd'hui, c'est une force politique indépendantiste importante, aujourd'hui qui préside d'ailleurs la province indépendantiste la plus importante, qu'est la province Nord. Et donc aujourd'hui, le FLNKS, en fait, on se trompe quand on l'appelle le FLNKS. Ce n'est plus aujourd'hui, je pense, qu'un rassemblement de petits partis radicalisés avec une union calédonienne qui a du mal à s'en sortir. On va évoquer donc dans cet accord Élysée-Oudinot, il y a deux volets importants, le volet institutionnel et le volet économique. Alors sur la partie institutionnelle, Nicolas Metzdorf, est-il vrai que le texte ouvre la voie à un dégel du corps électoral pour lequel vous êtes favorable? Bien sûr, mais enfin, on est pour la démocratie ou on n'est pas pour la démocratie? Je rappelle que l'ouverture du corps électoral, ce n'est pas non plus l'ouverture à tous les citoyens qui arriveraient en Nouvelle-Calédonie. C'est une ouverture pour 10 ans de présence. 10 ans de présence, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même 10 ans de présence sur le territoire calédonien pour voter aux élections locales. C'est quand même énorme déjà. Je trouve que aller plus loin, ça serait faire reculer la démocratie. Et je trouve que fondamentalement, aujourd'hui, on a des enfants nés en Nouvelle-Calédonie qui n'ont pas le droit de voter dans leur propre pays. C'est ça le projet politique de l'Union calédonienne et du FLNKS, c'est d'exclure les gens. Mais vous êtes conscient quand même que c'est justement sur la question du dégel électoral qu'il y a eu les fameuses émeutes du 13 mai 2024. Et alors, qu'est-ce qu'on fait du coup? C'est-à-dire que, comme on a peur de la violence, on fait reculer la démocratie. C'est-à-dire que moi, je vais dire à des gens, désolé, vous n'aurez jamais le droit de vote chez vous, parce qu'il y a des gens en face qui sont prêts à tout casser, à tout brûler pour vous empêcher de voter. Enfin, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir s'élever. Il y a des valeurs humaines, universalistes, qui sont beaucoup plus importantes que la violence et le fait de tout casser ou tout brûler. Alors pour revenir au plus dur, c'est ce que vous disiez justement en introduction lors de l'accord de Oudinot-Élysée, je parle de la réforme constitutionnelle. C'est le plus dur, a priori, en termes d'étapes. L'adoption par les deux chambres reste hypothétique, vous en convenez? Oui, ça va être un combat difficile parce que aujourd'hui, on a une France, un État et un Parlement, surtout le Parlement en fait, parce qu'on parle beaucoup du gouvernement, mais c'est surtout le Parlement, qui est totalement tétanisé par les menaces de violence du FLNKS. Et donc moi, mon rôle, c'est de dire que si la France aujourd'hui n'est plus capable de faire respecter sa propre démocratie, elle ne peut pas faire des leçons au monde entier où on va aller défendre un territoire autonome danois contre une puissance militaire, la première du monde, on va aller défendre l'Ukraine contre la Russie, puissance nucléaire, alors qu'on n'est même pas capable de faire respecter la démocratie chez nous. Et pardon, mais l'accord de Bougival plus les accords de Élysée-Oudinot, c'est pas non plus la Calédonie franco-française comme on l'avait espéré après les 3 référendums. Nous avons fait d'énormes concessions. Et si malgré ces énormes concessions, l'État recule, mais quel poids donner à notre amour pour la France? Alors, si je vous entends bien, donc, pour l'instant, sans budget, sans majorité au Parlement, l'accord Élysée-Oudinot ne peut pas se mettre en place. Ah ben, sans majorité au Parlement, vous savez, rien ne fonctionne. Hein. C'est-à-dire que si le Rassemblement national de Marine Le Pen, si le Parti socialiste continue à mettre des bâtons dans les roues à ces accords, on n'a pas de perspective politique viable et puis surtout, on n'a pas les aides économiques et sociales parce qu'il faut quand même en parler un tout petit peu. On en parlera justement, voilà, ce sera le deuxième volet de l'entretien. L'accord Élysée-Oudinot, c'est aussi des mesures économiques importantes. C'est l'équilibre du budget de la Nouvelle-Calédonie, donc c'est le sauvetage de nos régimes sociaux, de nos retraites. On va y revenir, Nicolas Metzdorf. Justement, avant d'évoquer le volet économique, une question concernant la consultation des Calédoniens qui est prévue entre juin et juillet 2026. Je dis bien une consultation, c'est pas un référendum alors? Oui, un référendum est une consultation. Mais le mot référendum sonne oui, alors je pense qu'on a voulu l'éviter on voulait éviter la redondance, mais ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, je crois, c'est de dire que les Calédoniens seront consultés. Et à la fin, c'est eux qui décideront. Voilà, si Bougival et Élysée-Oudinot sont des bons accords ou pas. Vous savez, je crois que quand on est un démocrate, on ne doit pas avoir peur de la parole du peuple. C'est les Calédoniens, in fine, qui diront si oui ou non on va dans le bon sens ou pas. Donc, parlons du volet économique, justement. L'accord ouvre-t-il la voie au transfert de compétences aux 3 provinces? Autrement dit, les provinces auront-elles la compétence fiscale et pourront-elles lever l'impôt? Elles pourront avoir toutes les compétences qui relèvent de l'attractivité économique. Elles n'auront pas la possibilité de créer un impôt. Ça reste au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Par contre, les provinces pourront fixer
l'assiette et le taux. C'est-à-dire que, je ne sais pas, la Calédonie met en place l'impôt sur les sociétés. Eh ben, par exemple, en province sud, on pourrait avoir 40% d'impôt sur les sociétés, 30% en province nord et 20% dans la province des îles. C'est ce qui existe déjà un peu si on prend la taxe communale d'aménagement pour les communes, c'est ce qui fonctionne déjà. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui parlent déjà de partition du territoire? La partition, c'est une nouvelle... les provinces sud, la plus riche, qui au détriment des deux autres provinces. J'ai compris la question. En fait, la partition, ça voudrait dire qu'il y a une province sud indépendante, une province nord indépendante et une province des îles indépendante. On n'est pas du tout là-dedans. Enfin, on a toujours ce partage des compétences. Et la Nouvelle-Calédonie reste, hein. Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie reste, le gouvernement de la Calédonie reste. Ils ont les compétences en matière d'éducation et de santé qui représentent 2/3 des dépenses publiques de la Nouvelle-Calédonie. Ce qui vient aux provinces, c'est juste l'attractivité économique, c'est-à-dire qu'on renforce la compétence qui est déjà aux provinces de développement économique. Et pardon de le dire, mais la création des provinces, c'est une demande des indépendantistes en 1988. Les provinces sont créées en 1988, accord de Matignon, sur demande des indépendantistes pour le partage du pouvoir entre indépendantistes et non-indépendantistes. Donc, ceux qui disaient à l'époque qu'il fallait absolument une provincialisation pour partager le pouvoir sont les mêmes aujourd'hui qui nous accusent de partition. C'est quand même assez rigolo. Alors, à court terme, les régimes, vous venez de le dire à l'instant, les régimes de retraite et d'assurance maladie sont sauvés avec le soutien de l'État, tout comme la société d'électricité. Mais j'ai noté que vous demandiez quand même, lors de ces tractations qui ont duré plus de 3 jours, 240 millions d'euros, autrement dit plus de 28 milliards de francs pacifiques. Le gouvernement ne vous en a accordé que 120 millions. Vous êtes déçu, Nicolas Metzer? Non, parce qu'en fait, le gouvernement a compensé par autre chose. C'est-à-dire qu'il a donné la moitié de ce qu'on demandait, mais ça fait partie d'une négo. Hein. Vous savez, il faut toujours beaucoup demander pour avoir un petit peu. Donc, on a eu quand même suffisamment d'argent pour équilibrer le budget 2026. Mais surtout, il s'est engagé en plus à transformer les fameux prêts en subventions. Vous savez que c'était un gros engagement de campagne de la part des loyalistes et de l'ensemble des non-indépendantistes. Ça veut dire que l'année 2026 est sauvée pour les collectivités locales? C'est-à-dire que oui, l'année 2026 est sauvée pour les collectivités locales, à condition qu'on valide les accords. À condition qu'on valide les accords. Donc on est sauvé pour 2026, on n'a pas à rembourser le prêt, et dès la fin d'année 2026, on signe le contrat de désendettement avec l'AFD, l'Agence française de développement qui nous a prêté l'argent, et donc du coup on n'est plus endetté. C'est-à-dire qu'on transforme les fameux prêts en subventions. Mais je rappelle que tout ça est conditionné au vote des accords au Parlement. Merci Nicolas Metzdorf de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup.